Très bien, donc moi je vais vous parler des recombinants du SARS-CoV-2, ce que l'on a eu ici à Marseille et à l'EHU Méditerranée Infection. Donc ça c'est pour vous rappeler en fait le nombre de qPCR de diagnostic du SARS-CoV-2 qui ont été faites. Ça représentait plus d'1 million de tests pour plus de 660 000 patients. Et donc avec un nombre de positifs retrouvés de 83 000. Donc ce qui représente 12,4% de positifs. Et donc les tests ont commencé en février 2020 et jusqu'à maintenant dans les mêmes conditions. Donc l'ensemble des approches en fait, diagnostiques qui ont été réalisées, au-delà des qPCR par les différentes méthodes, on peut comprendre des analyses par microscopie électronique, des mises en culture donc par Bernard Lascola et son équipe, ce qui a permis d'obtenir un nombre d'isolats d'environ 6000, ce qui est unique au monde, et puis le séquençage de nouvelles générations qui a permis d'obtenir les génomes avec notamment deux technologies, la technologie Illumina et la technologie Nanopore. Alors, quels sont les mécanismes qui ont conduit en fait à la variabilité génétique du SARS-CoV-2 qui a conduit aux différents variants dont vous avez entendu parler? Eh bien, c'est d'une part en fait la RNA polymérase du virus qui fait des erreurs, et ces erreurs conduisent à des substitutions de nucléotides, à des insertions ou des délétions de nucléotides, qui sont, c'est un fait unique, parmi les virus corrigés par une enzyme des coronavirus qui donc corrige une partie des erreurs, mais néanmoins pas toutes les erreurs, et donc il reste un taux résiduel lié aux erreurs que fait la polymérase en copiant les génomes, qui est important. Mais à côté de ça, il existe un deuxième mécanisme de variabilité génétique qui est connu, qui correspond à des recombinaisons génétiques dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Et donc au total, cela génère environ 2 mutations par génome par mois pour le SARS-CoV-2. Donc la variabilité qui est générée donc au niveau des virus SARS-CoV-2 par ces deux mécanismes va générer une diversité génétique importante, et parmi ces mutants et ces variants, on va pouvoir retrouver donc des recombinants dans certains cas qui vont pouvoir être sélectionnés éventuellement par différentes pressions de sélection, notamment la réponse immunitaire. Alors, quels sont les mécanismes de recombinaison dans les virus ARN? Alors, premièrement, on a un mécanisme qui est apparemment le plus fréquent, qui est le fait que la polymérase va pouvoir se dissocier du brin matrice qu'elle est en train de copier et va pouvoir donc se refixer sur un autre brin, et donc qui peut être un brin d'un autre virus génétiquement différent à partir du moment où une même cellule aura été co-infectée par deux virus génétiquement différents. Un deuxième mécanisme correspond à des cassures au niveau des molécules d'ARN qui vont pouvoir être religuées par différents mécanismes, et donc c'est davantage des recombinaisons que l'on va appeler non homologues. Alors si on regarde ça à l'échelle du SARS-CoV-2, eh bien vous avez une infection par un premier virus variant, par exemple le variant Delta, et puis vous avez une deuxième infection au même moment par un autre variant qui est représenté ici en bleu, qui peut être par exemple un variant Omicron. Et si ces deux variants infectent une même cellule, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir donc, ces processus de recombinaison avec production d'un génome qui va être mosaïque à partir des deux génomes parentaux. Alors, la recombinaison chez les virus ARN, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, qui est bien décrit chez les flavivirus, notamment le virus de l'hépatite C, chez les picornavirus, notamment avec le virus de la polio, y compris avec les souches vaccinales. Pour les coronavirus, c'est décrit depuis longtemps, et puis également pour d'autres virus qui sont des virus de plantes, et puis pour les rétrovirus, où le mécanisme de recombinaison est un petit peu différent, puisque les rétrovirus comme le VIH, on a un génome diploïde, et donc on a d'emblée deux génomes qui peuvent être le support alternatif de la polymérisation.
Et donc, on va pouvoir avoir, par exemple, ce que l'on a observé ici à Marseille, avec d'autres virus ARN que le SARS-CoV-2, des cas de co-infection d'un même patient, qui était un patient transplanté rénal, qui était infecté de façon chronique par 2 virus de l'hépatite E de sous-types différents, ce qui peut générer des recombinaisons. Pour le VIH, c'est extrêmement bien décrit que les recombinaisons existent et qu'elles sont fréquentes, notamment au sein du VIH type 1, qui est le VIH pandémique. Et toutes ces différences de couleurs au sein des génomes représentent en fait un mosaïcisme au niveau de virus recombinants que l'on appelle des formes recombinantes circulantes, parce qu'en fait, elles se sont propagées de façon importante. Et par exemple, le deuxième virus le plus prévalent parmi les patients infectés par le VIH1 en France est un virus, une forme circulante recombinante. Et on avait pu décrire avec Catherine Tamalet des virus recombinants rares VIH1. Alors on avait décrit également un cas de recombinaison pour le virus de l'hépatite C. C'est un virus qui également a eu un avantage évolutif important puisqu'elle a été retrouvée dans différents patients. Et le point important ici, c'est qu'il y avait plusieurs techniques plusieurs cibles pour génotyper les virus de l'hépatite C. Et selon le gène qui était ciblé par tel ou tel laboratoire, eh bien, soit on avait un résultat de génotype 2, soit un résultat de génotype 1. Et donc ça avait un impact important au temps où on traitait l'hépatite C par interféron pegylaire ribavirin, puisque la réponse au traitement et la durée de traitement étaient extrêmement différentes entre ces deux génotypes. Et donc il fallait faire, si on séquençait les deux parties du génome, 2 arbres différents, de manière à ne pas mélanger les séquences d'origine différentes. Alors, quelles sont les conditions qui favorisent l'apparition de ces virus recombinants? Déjà, au niveau du taux d'émergence de ces recombinants, ça nécessite une co-circulation, une coïncidence des virus qui sont génétiquement différents, qui vont représenter les génomes parentaux, donc avec une durée de la co-circulation qui doit être plus importante et un niveau d'incidence de ces 2 variants qui doit être plus importante si on veut avoir davantage de recombinants produits. La durée également des co-infections chez un même patient qui sera allongée chez les patients chroniquement infectés par le SARS-CoV-2, notamment les patients immunodéprimés, les charges virales de chacun des 2 virus parentaux, et puis le fait que les virus recombinants aient un avantage sélectif donc en termes de transmission et de réplication. Et puis il y a aussi des éléments en fait analytiques, donc ça dépend du nombre de séquences que l'on fait. Plus on fait de séquences, plus on peut potentiellement mettre en évidence des recombinants. Et puis ça dépend du nombre de mutations qu'il y a dans les génomes parentaux. S'il y a très peu de mutations, on peut rater les recombinants parce qu'on n'arrive pas à les voir. Alors ça c'est pour vous représenter les différents variants qui ont été détectés ici à l'IHU à Marseille et dans sa région. Chaque couleur représente un variant, chaque variant a représenté en fait une épidémie distincte et vous voyez en fait des périodes encadrées en rouge de recouvrement des épidémies liées au Marseille 4 et puis au variant alpha, donc vers la fin 2020 et début 2021, et des périodes de recouvrement également importantes entre le variant Delta indien et puis le premier variant Omicron BA1, et également maintenant entre le variant Omicron BA1 et le variant Omicron BA2. Donc ça sont des éléments qui permettent de générer des variants. Un autre élément, c'est la persistance d'une co-infection chez des patients infectés par 2 souches de SARS-CoV-2. Et donc ça, c'est ce que l'on voit, je vous le disais particulièrement, chez des patients chroniquement infectés, souvent avec des maladies hématologiques, qui sont, vous voyez, les durées de persistance des infections, 130 jours, 100 jours, 156 jours, 112 jours. Ça, si on a un patient immunodéprimé qui est chroniquement infecté par 2 variants différents, c'est un terrain propice également pour l'émergence de recombinants. Et puis un autre élément, c'est si on regarde les souches mutantes du début de la pandémie SARS-CoV-2, on voit là c'est la longueur du génome, chaque trait représente une mutation, et donc on voit qu'au début, on n'avait que quelques mutations dans les génomes, et si on regarde cette région-là, on ne peut pas voir en fait s'il y a une recombinaison
entre deux virus génétiquement différents dans d'autres zones. En revanche, on voit que là, en 2022, avec les deux variants BA1 et BA2, on a énormément de mutations, une soixantaine environ, et donc en fait ça permet de détecter plus précisément et de façon plus fréquente les variants. Alors, les recombinaisons chez les coronavirus sont extrêmement fréquentes et décrites depuis relativement longtemps. Hein, et donc, ça a continué avec, donc, bien sûr, la pandémie de SARS-CoV-2. Vous voyez qu'on avait des recombinaisons avec d'autres coronavirus humains, qui sont les coronavirus endémiques OC43, qui avaient été décrits comme à la base de l'émergence d'un nouveau génotype suite à une recombinaison. Alors, concernant le SARS-CoV-2 précisément, ce qui a été d'abord mis en évidence en termes de recombinaison, c'est la mise en évidence d'haplotypes où on avait une codétection de deux mutations qui sont des mutations signatures de deux variants différents. Donc ça fait l'objet d'études bioinformatiques donc essentiellement au départ. Donc ça c'était le premier travail que j'avais retrouvé. Donc un autre gros travail qui a été fait donc dans une étude anglaise, ils ont retrouvé 16 génomes recombinants parmi une banque de 279 000 génomes. Ça représentait 0,006% de recombinants. Et donc là, on avait des recombinants. Vous voyez, chaque recombinant a une structure mosaïque représentée par des couleurs différentes. Et donc, on avait un mélange, une mosaïque de variants anglais, hein, alpha, et d'un variant qu'on a appelé Marseille 2, qui a émergé en Espagne. Et s'est beaucoup propagé en Europe en 2020 et un petit peu en 2021. Et donc, on a eu également d'autres descriptions, plus récemment en 2022, de recombinants SARS-CoV-2, mais à chaque fois, en fait, sur la base de données informatiques, bioinformatiques, par l'analyse des séquences, sans culture virale. Et donc, le premier recombinant que l'on a eu ici, historiquement, c'est celui-ci. C'est un recombinant entre deux génomes parentaux, d'une part Marseille 4 et d'autre part alpha. Donc c'était un patient chroniquement infecté parce qu'il était immunodéprimé, qui est resté infecté pendant un an, qui a d'abord été infecté en septembre 2020 par un variant Marseille 4, qui a été un variant prédominant pendant 9 mois à Marseille entre 2020 et 2021. Et ensuite, il est resté manifestement infecté par ce variant Marseille 4 et il s'est surinfecté par un variant alpha qui est représenté ici en jaune. Donc on a des zones d'incertitude qui sont représentées en grise et en vert. Mais on voit que progressivement, au niveau des prélèvements respiratoires et également au niveau des prélèvements en culture, eh bien, on a vu apparaître, émerger et être sélectionné un virus à génome recombinant Marseille 4 alpha. Et donc le point très important, au-delà d'avoir le séquentiel, c'était d'avoir, grâce à Bernard Lascola, la culture de ces virus recombinants. C'est la première fois qu'il y avait des isolats de recombinants SARS-CoV-2. Donc c'est un travail qui a été fait avec Émilie Burel. Et donc quand on regarde en fait tout au long du génome, ça ce sont les positions signatures soit du variant anglais en jaune, soit du variant Marseille 4 en bleu, eh bien on voit en fait un changement en fait donc une apparition des mutations, davantage de mutations alpha dans la matrice au départ Marseille 4, et on voit qu'au départ on avait un virus dont la diversité était extrêmement faible au niveau des quasi-espèces, qui correspondait à un pur Marseille 4. Ensuite on a eu un mélange des deux au décours de la superinfection, et on a fini par avoir donc au niveau des prélèvements respiratoires, hein, un virus dont le génome était très homogènement recombinant, avec donc une mosaïque de mutations anglaises et Marseille 4. Et donc c'est produit la même chose au niveau de ce qui a été observé en culture. Donc le deuxième recombinant, ça a été un recombinant entre un génome parental delta et un génome parental Omicron 21K BA1. Et donc vous voyez les génomes parentaux en vert et en orange. Et donc le génome recombinant qui a été mis en évidence, qu'on appelait le delta micron, eh bien c'est un recombinant entre une matrice essentiellement delta indienne, et puis la majeure partie de la spike qui est devenue en fait correspondait à celle d'un variant Omicron BA1. Alors un point important, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure avec l'hépatite C, mais plus généralement au niveau de ces recombinants, eh bien on ne peut pas
et au niveau de la biologie évolutionnaire, on ne peut pas mélanger en fait des séquences d'origine différentes, les concaténer et faire un seul arbre. Et donc il faut donc prendre les séquences d'origine identiques pour en faire des arbres séparés. Et donc ce qui a pu être observé ici, c'est que les séquences qui correspondaient à cette partie donc delta, eh bien, on voit que dans la phylogénie, eh bien, elles étaient très similaires et clusterisaient avec des séquences delta qu'on avait obtenues au laboratoire. Et inversement, si on prenait séparément la partie BA1, eh bien, avec les séquences qui sont sur un fond orange ici, eh bien, en fait, elles étaient les plus similaires et clusterisaient avec des séquences Omicron B1. Donc il y a des outils comme Simplot qui permettent de voir tout au long du génome quels sont les événements de recombinaison. Et donc avec le même jeu de couleurs, on voit qu'au départ on avait essentiellement des positions qui étaient des mutations par rapport au variant Wuhan qui étaient similaires, les plus similaires au variant Delta vert, et puis dans la zone correspondant à la majorité de la spike, on avait en fait des mutations qui étaient les plus similaires donc de virus BA1, et ensuite on redevenait proche de Delta, et donc on retrouvait bien les signatures, les mutations signatures Delta, BA1 et puis Delta. Alors là encore, Bernard Scola et son équipe ont cultivé en fait la souche de ce recombinant, et donc vous voyez ici un effet cytopathique sur cellules VERO-E6, et puis ici en fait grâce à un microscope électronique de table qui est extrêmement rapide, ça a permis en une demi-heure, à partir du sondage de culture, d'avoir la première image de ce recombinant delta micron. Et par ailleurs, on collabore avec Jacques Fantini et Noira Yahi, qui font des études structurales et qui ont permis en fait d'étudier les particularités en termes de structure et donc potentiellement d'interaction avec le récepteur cellulaire des SARS-CoV-2 de ces recombinants delta micron. Et on avait pu ensuite, suite à une dilution clonale obtenue en culture, après dilution à 10 puissance 5, eh bien, on avait pu reséquencer le génome du recombinant à partir du séquençage en culture. Et donc, ce que vous voyez représenté ici, ce sont des raids obtenus en NGS. Je les ai coupés parce qu'ils sont un petit peu plus longs. Et on avait sur un même raid des mutations correspondant d'une part aux délétions spécifiques du variant Delta et à l'autre bout des délétions spécifiques qui étaient absentes, des délétions spécifiques du variant Delta qui étaient absentes et qui traduisaient la présence de séquences BA1 et également la présence d'insertions spécifiques du Omicron B1. Donc sur un même raid de séquençage à haut débit, on obtenait à la fois les mutations du Delta à un bout et du Omicron B1 à l'autre bout, ce qui montrait bien la structure recombinante. Et le dernier recombinant qui a été détecté nouveau en tout cas, c'est donc un recombinant BA2-B1. Donc là, dans une matrice, vous avez un génome parental BA2, un génome parental B1, et donc à partir d'une matrice essentiellement BA2, eh bien, le recombinant a récupéré une partie terminale du variant B1, ce qui lui a permis d'ailleurs de récupérer un petit bout de séquence qui est potentiellement intéressant en termes de réplication virale. Et quand on compare l'arbre qui est obtenu avec la totalité du recombinant ou en faisant comme normalement on doit faire, donc en considérant uniquement la partie en fait BA2, eh bien on voit qu'on a des images différentes, ce qui montre bien en fait qu'on peut difficilement concaténer des séquences ayant des origines différentes pour en faire une analyse phylogénétique unique. Voilà, donc actuellement en fait il y a une accumulation dont vous avez peut-être entendu parler de recombinants SARS-CoV-2 qui sont essentiellement dans le contexte actuel d'infection BA1 un peu résiduelle et surtout de BA2 actuellement, ce sont des variants recombinants BA1, BA2. Vous voyez, en fait, il y en a un grand nombre. Actuellement, ils ne montrent pas d'expansion très très importante au niveau mondial ou au niveau national, mais en fait, on sait que
les recombinaisons ARN peuvent conférer un avantage évolutif. Elles peuvent permettre de réparer rapidement des erreurs commises lors de la synthèse. Et donc, c'est bien sûr des formes génétiques qu'il est très important de continuer à suivre par une surveillance globale, génomique, par séquençage à haut débit. Donc, les recombinants SARS-CoV-2 sont manifestement fréquents et donc ça contribue à l'imprévisibilité en fait de la variabilité génétique. On n'arrive pas à prévoir qu'est-ce qui va se passer et donc on rajoute aux mutations et aux délétions, aux insertions qu'on connaissait, donc l'émergence de variants recombinants. Je vous remercie. Merci.